Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Elles font partie de notre quotidien, souvent appelées mauvaises herbes. On s'applique à les arracher pour ne plus les voir. Et pourtant, certaines de ces plantes sont comestibles et présentent parfois de haute qualité nutritionnelle. On en parle. Faux mimosa, herbe à picon noir ou encore lantana, ce sont des plantes tenaces et très connues dont nous souhaitons nous débarrasser et pourtant elles referment des propriétés que nous ne soupçonnons pas. Quelles sont-elles? Comment les utiliser dans notre quotidien? Bernard Suprin, botaniste et auteur du livre Plantes marginales, répondra à toutes ces questions. Un travail en collaboration avec l'agence rurale. Objectif, intégrer ces plantes comestibles dans l'assiette calédonienne. Amandine Martin nous en dira un peu plus tout au long de cette émission. Et puis nous retrouverons également Natacha à la fin de cette émission avec une recette traditionnelle de l'IFU. Alors c'est bien plantes marginales comestibles. Hein. Tout à fait. C'est bien ça le titre du bouquin. Bernard Suprin, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, Falaï. Et alors vous êtes l'auteur de ce livre, Plantes marginales comestibles. C'est une nouvelle édition parce que la première s'est vendue comme des petits pains. Oui. On va revenir à la jeunesse. Pourquoi l'avoir écrit ce livre ? À la suite d'un premier petit essai, c'était vraiment un ballon d'essai de 32 pages que j'avais réalisé pour l'association Maleva. Mm-hmm. Le petit fascicule s'est arraché d'une manière assez frénétique. Et puis c'est à la suite de ça qu'en concertation avec l'agence rurale, qui m'ont convaincu de me lancer dans un projet d'ampleur sur le même thème. Et ce qui m'a décidé, c'est que l'agence rurale m'a accordé une subvention pour m'aider aux frais d'impression. Et donc ça a démarré comme ça, en fait. Mm-hmm. Amandine Martin, donc je vous pose la question. Pourquoi cette requête auprès de Monsieur Suprin ? Alors nous, c'est vrai qu'à l'agence rurale, notre objectif, c'est d'encourager à consommer local, d'encourager aussi l'agriculture, les agriculteurs aussi, de les aider. Ce qu'on constate aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a un mode de consommation plutôt dit européen. Mm-hmm. Donc le Calédonien souhaite avoir toute l'année des carottes, de la salade, des tomates. Sauf qu'on remarque que forcément avec les conditions climatiques, on est en saison chaude avec beaucoup d'humidité aussi. On n'a pas forcément de ces produits-là en fait la première période de l'année. Et la deuxième période de l'année, on a de nombreux produits locaux sur les étals. Donc il faut pouvoir satisfaire le marché local et avoir des produits toute l'année. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte aussi qu'on a des produits en Nouvelle-Calédonie qui sont adaptés à nos conditions climatiques, qui poussent très bien, qui poussent facilement, qui nécessitent aussi très peu d'intrants. Et qui ont beaucoup de vertus aussi. Donc c'est pour ça que on a souhaité contacter Bernard Suprin pour nous faire cet inventaire de produits locaux qui poussent dans nos jardins ou dans les forêts, etc., même sur les îlots, etc. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait entre ce que l'on souhaite et notre ce qu'il y a en fait sur nos étals. Parce que c'est vrai que la deuxième partie de l'année, on voit beaucoup de fruits et légumes et parfois c'est à perte. Oui. Malheureusement, oui, il y a du gaspillage alimentaire, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de produits sur les étals et qui ne sont pas forcément, qui ne correspondent pas forcément aux attentes des consommateurs, qui ne peuvent pas remplir les besoins des consommateurs. Qui remplissent trop. Oui. Donc du coup, c'est l'objectif, c'est d'essayer d'éviter un petit peu l'importation, d'aller un peu plus vers cette autosuffisance alimentaire, de se tourner vers ces produits de chez nous qui poussent très bien. Je crois qu'on est à 80% de produits importés. Alors, j'ai pas les chiffres, mais oui, malheureusement, en Nouvelle-Calédonie, on est plutôt sur cette tranche-là. Donc, Alors, Bernard Suprin, j'ai parcouru le bouquin. Je vous avoue que j'ai découvert les propriétés de certaines plantes que j'ai moi-même tellement arrachées dans mon jardin ou dans les champs. Alors, pourquoi nous n'en savons pas plus sur ces plantes ? C'est tout simplement parce qu'elles sont taxées d'une image de marque très négative. Et c'est un peu à tort. J'aime bien prendre l'exemple du pourpier. Mm-hmm. Le pourpier, c'est une plante qu'on trouve dans tous les jardins, qui pousse à l'état spontané. Et ça pousse bien sûr aussi en
en Europe. Hein. C'est une plante qu'on appelle cosmopolite, qui pousse sous tous les climats, excepté les climats extrêmes, bien sûr. Et le pourpier, c'était la plante potagère numéro 1 à l'époque de l'Antiquité. Tous les peuples de l'Antiquité, que ce soit les Égyptiens, les Grecs, les Romains et j'en passe, utilisaient le pourpier à table au quotidien, comme crudité. Crudité, mais aussi cuit. Et c'est une plante qui est non seulement bonne au goût, mais qui est pleine de bienfaits. Elle a des tas de vitamines, il y a des fibres, il y a oméga 3, oméga 6, j'en passe. Et alors donc, là, actuellement, si vous regardez pourpier dans Internet ou dans n'importe quelle source, pourpier égale mauvaise herbe. Qui dit mauvaise herbe dit arracher. Et je citerai le cas sur un forum, dans Internet, Facebook. Une dame disait « Je suis envahie de pourpier dans mon jardin. S'il vous plaît, de grâce, y a-t-il une méthode miracle pour s'en débarrasser ?» Alors j'ai répondu « Mangez-le ». Et donc elle m'a quasiment insulté. Alors quand c'est comme ça, j'arrête le débat tout de suite, je n'insiste pas. Mais il y a une méconnaissance. Est-ce que ça pourrait être des savoirs ancestraux que l'on a perdus? Parce que, est-ce qu'avant on en mangeait et puis aujourd'hui on les... Alors il y a une explication. Pourquoi le pourpier était-il une plante potagère numéro 1 à l'époque, il y a 2000 ans? Et pourquoi maintenant c'est devenu une mauvaise herbe? Alors, l'élément prédominant, décisif, c'était la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, puis ensuite tous les navigateurs qui ont introduit des plantes potagères, des fruits, etc., même le cacao, dans l'alimentation européenne. Et tous ces nouveaux légumes, on pourrait en citer quelques-uns. Voilà, d'abord la pomme de terre, le haricot, la tomate, l'aubergine, le poivron, etc. Tous ces nouveaux légumes ont joué des coudes et puis se sont peu à peu imposés dans l'alimentation en France et partout ailleurs en Europe et ont détrôné les légumes qui étaient... cultivés traditionnellement depuis toujours en Europe. Des choux, des fèves, etc. C'est pas très goûteux. Et ici, au niveau du pays, ça a eu l'effet inverse ou pas? Alors, du fait que ces nouveaux légumes ont poussé peu à peu le pourpier dans le ravin, progressivement, il a été oublié, mais il n'avait pas encore le statut de mauvaise herbe. Et puis, dans les derniers siècles, il a pris un statut de mauvaise herbe. C'est-à-dire, il y a les haricots, il y a les tomates qui poussent, qu'est-ce que c'est que ça? On l'arrache. On l'avait même complètement oublié. Et le but de ma démarche, à travers le livre, c'est de réhabiliter un légume excellent qu'on avait complètement oublié et qui a pris le statut infamant de mauvaise herbe. C'est ça, tout simplement. Et il y en a d'autres. Hein. Je voulais l'apporter, j'ai oublié. Le cresson sauvage, c'est une petite mauvaise herbe qui pousse en ce moment-là. On peut en faire d'excellentes récoltes. On mélange ça dans la salade, ça vous apporte un goût de cresson, c'est fantastique. Et il y en a plein comme ça. Amandine, alors tout est dans le livre, je crois qu'il y en a combien de plantes vous avez Je sais pas. À l'origine c'était 100, mais là il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Oui. Amandine, vous disiez, on parlait des fruits et légumes sur les étals, c'est un vrai débat au niveau du prix, mais aussi au niveau de la quantité, comme on disait tout à l'heure. Alors, se tourner vers ces plantes comestibles, ce serait une solution pour la Nouvelle-Calédonie? Et en quoi ce serait important? Déjà, changer un petit peu les modes de consommation, de se tourner vers ces produits-là. On éviterait l'importation, donc du coup, on consommerait un peu plus de produits locaux. Donc, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, nous, on y croit.
on espère que les Calédoniens vont s'en rendre compte et que voilà, ils vont changer leurs habitudes. Ça, c'est des produits qui sont très bons. Après, c'est vrai que dans la liste des 300 plantes référencées par Bernard Suprin, nous, on a fait une short list aussi parce qu'ils ne sont pas tous commercialisables. Enfin, c'est des produits souvent un peu anecdotiques ou voilà, si on souhaite faire un Koh-Lanta, être tout seul sur un îlot ou dans la forêt, il faut partir avec le livre et voilà, on pourra c'est bon manger. À savoir pour survivre, mais ce ne sont pas forcément des produits qu'on peut cultiver en grande culture ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que nous, on a fait une short list d'une trentaine de produits qu'on pense être adaptés pour être vendus sur les étals, qui puissent résister aussi, etc., qui sont bons, qui n'ont pas aussi trop de risques aussi niveau santé, parce qu'on ne veut pas non plus que les gens aient trop de problèmes, ce genre de choses. Donc c'est vrai que nous, on a fait cette short list de 30 produits. Donc on retrouve des fruits et légumes et aussi des feuilles. Où est-ce qu'on peut retrouver cette shortlist ? Alors, on a créé en fait une identité un petit peu autour de ces fruits et légumes et feuilles de diversification. C'est vrai qu'on a ce terme qui est un peu technique. Donc, on a appelé ça les récoltes du caillou. Donc, il y a une page Facebook sur laquelle voilà, on essaye de publier des recettes, d'expliquer un petit peu toutes les vertus, les saisons, même si c'est toute l'année. La plupart de ces produits sont cultivés toute l'année. Mais voilà, on essaye de faire des petits focus tous les mois sur les produits phares du mois. Donc voilà, c'est sur la page Facebook et là on est en train de sortir un site internet aussi où on va pouvoir référencer tout ça. Les récoltes du pays. Les récoltes du caillou. Du caillou. Avant de poursuivre, je vous propose d'aller du côté de Nafalo, à Lifou. On y retrouve Pauline Rewe. Elle nous dévoile la recette d'un mets traditionnel, le Ichakuono ou le Pelono. C'est dans la chronique de Natacha. Ce matin, direction Lifou, à la tribu de Nafalo, où nous attend Pauline. Elle va nous montrer comment concocter le pelono d'une sorte de bouillette traditionnelle. Allez, à cette chose. Isa que la senye, baro isa siliwed, me fait que inagade golo me hudra wanyapo. Ah oui, toi mia. Amela ezene la recette que la isa huono. Me takatun golo ichalo ni asana la bajen. Ngo amela kelege kolia ase amela dene wed wa wanyapo kumala inagad masage asa ha koma alasan amela ke iso hala kuita ase kola ha place lo la giorno ma la kushala kushalo pelono amla nyamna amela ono asen amela ono enya amela waniapo ase waniapo e va khave wevive gohun ami ono gohun ase nyami nagad de kumala ta nothing one mari ta atule one to sa de kapa kwa gune na ye ge ya re kolbalo lian ano ya le mashala ba ave helaicha Bona icha. ikula ha amegune na ye mara ya sa hasan voilà amela e asa ha velela sainiase mare wangi bia sa ga betsuwe mare gute veasa kuna saini
Voilà. Et à Sahara fait la itcha. Maka tu sa goûter gabe kalolo, kacho ou kahat. Toi ça, toi une soifée. C'est bon, hein? Je veux dire, c'est la boule de Natal. Désolé. Voilà un sujet de Natacha Ogui et Henri Nailolo. Alors, on le voit dans le reportage, le choukanak. Pauline utilise le choukanak. C'est quand même c'est une plante que l'on aime bien, qui est utilisée partout, en tout cas dans les tribus, mais qui n'est pas forcément appréciée par tous. Les gens appellent ça les gluants, avec un sens très péjoratif. Et beaucoup de gens n'aiment pas ce qui est gluant en bouche. Or, la consistance gluante est très bonne pour la santé. Je ne vais pas entrer dans les détails, de toute façon, je ne suis pas diététicien. Et par ailleurs, le choukanak, c'était prouvé par des études, la consommation régulière de choukanak au quotidien a des effets aphrodisiaques. Ça, je l'ai appris tout à l'heure hors antenne et ça m'a surpris. Oui. Quelle est la place de la culture du choukanak ou une plante comestible dans le monde agricole existant? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le choukanak, ça reste surtout dans l'agriculture traditionnelle qu'on le retrouve. On a lancé donc en 2021, avant de travailler sur le livre avec Bernard Suprin, on a lancé un appel à projet justement auprès des agriculteurs pour pouvoir identifier des agriculteurs qui produisent déjà un peu tous ces produits. Et on a donc eu 8 lauréats. Et dans ces 8 lauréats, c'est vrai que voilà, ils sont tous en agriculture biologique. Et ce sont plutôt des personnes qui sont sur des productions. Après, on a des producteurs qui produisent en grosse quantité, mais ça reste souvent plutôt de l'agriculture traditionnelle et familiale pour le choukanak. On parlait tout à l'heure d'autosuffisance alimentaire, d'autonomie alimentaire. Est-ce qu'on peut y arriver avec ces plantes comestibles marginales ? Alors nous, on espère. Après, il faut toujours un peu de protéines aussi, mais en tout cas, au niveau des fruits et légumes, nous, on espère que, en Nouvelle-Calédonie, on pourrait y arriver si les gens consommaient un peu plus de ces produits-là. En tout cas, c'est dans vos objectifs. Il y a des démarches en fait faites pour, après, au niveau de l'agence pour rurale, augmenter peut-être la production. Oui, on avait lancé cet appel à projet, donc ils ont eu une petite aide aussi pour pouvoir se lancer, pour produire davantage ces produits. Après, on travaille aussi sur tout ce qui est transition agroécologique. Donc c'est vrai que les personnes qui souhaitent se lancer, ils ont aussi des aides au niveau de l'agence rurale là-dessus. Donc en tout cas on essaye. On a des travaux aussi en cours sur, dont une étude d'ailleurs pour trouver peut-être des points de collecte en fait. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que souvent, ces produits sont dans les tribus, donc sont parfois dans des zones éloignées. Donc pour amener ça sur Nouméa ou en tout cas sur les villes, c'est pas toujours accessible. Donc on essaye de travailler. Il y a des travaux là-dessus pour essayer d'organiser des points de collecte pour pouvoir avoir tous ces produits plus facilement. Bernard Suprin, une question pratique. Comment arrivez-vous à la conclusion que cette plante, elle est comestible? Est-ce que vous les avez tous goûtés? Oui, forcément. Bien sûr, toutes les plantes qui sont dans le livre, je les ai goûtées. Et justement, à ce sujet-là, il faut quand même faire attention. Il ne faut pas y aller trop fort. Il faut quand même bien se renseigner. Si on décide de goûter quelque chose, d'abord, il faut essayer d'avoir les avis autour de soi. Si les gens ne connaissent pas, essayer d'avoir son nom, parce que les gens ne connaissent pas le nom. Et c'est là qu'intervient le livre, il est très utile, parce que les illustrations sont quand même très soignées. Les photos sont souvent détourées. Le but, c'est que les gens puissent facilement faire la relation entre ce qu'ils ont sous les yeux sur le livre et sur le terrain.
Ils ne se trompent pas, en fait, arriver devant une plante. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, la moindre ambiguïté. Et justement, dans la réédition du livre, il y avait une plante qui s'appelle l'omsan, qui est une sorte de faux pissenlit. Et j'ai entendu dire que des gens avaient pris l'étoile de Bethléem pour de l'omsan qui s'était un peu empoisonné. Pas dramatiquement, mais ils avaient quand même passé un mauvais moment. Et ça m'a conduit à ajouter un paragraphe de mise en garde avec la photo de l'étoile de Bethléem qui montre la différence avec la photo du l'omsan pour ne pas se tromper. Parce que c'est quand même très important. C'est bien de vouloir étendre le champ de la comestibilité des plantes, mais il faut quand même être sûr. Il ne faut pas s'improviser, y aller. Non. Et puis ça, si c'est la première fois, il est quand même très conseillé de ne pas en manger trop d'un seul coup. Ouais. Parce que des gens peuvent développer des allergies. Il y a des gens qui sont allergiques à la moutarde ou au melon, ou je sais pas. Donc, la précaution la plus élémentaire consiste à en manger un petit peu. Et puis, si on voit que tout se passe bien, à ce moment-là, on peut en manger normalement. Vous êtes botaniste depuis plusieurs années. Est-ce que vous voyez les mentalités changer ? Jusqu'à présent, ça a du mal un peu à décoller. Les gros efforts de l'agence rurale, avec non seulement l'aide à l'édition, mais aussi les dégustations, la cuisine sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des journées qui sont dédiées à l'alimentation. Je pense par exemple à cette journée qui a eu lieu sur la place des Cocotiers il y a presque un an, qui a eu énormément de succès. Pourquoi ? Parce que des cuisiniers étaient là et ils ont fait des démonstrations avec des produits comme ça, là, des produits marginaux, et les gens étaient complètement conquis d'un air de dire mais jusqu'à présent j'arrachais ça et c'est tellement beau. Et donc des journées comme ça, des journées de sensibilisation, c'est très important. Moi je me place à l'amont, c'est-à-dire je fais connaître, et après ce qu'il faut c'est que ensuite les gens prennent le relais. Mais avant que les gens s'y mettent, il faut que des gens de talent, comme des cuisiniers, qui fassent la cuisine avec ces produits-là. Oui, parce qu'on peut, on a acheté du choucanac ou ce genre, mais si on ne sait pas le cuisiner, c'est un peu la difficulté. Oui. C'est ce qu'on a vu, ouais. Alors, je pense à Gabi, que tout le monde connaît, bien sûr. Puis il y en a d'autres aussi, donc qui font un très bon boulot. Et il y a un gros travail aussi à ce niveau-là. Donc malheureusement, ce genre d'événement n'est pas très fréquent. Il faudrait que ce soit plus souvent et puis que ce soit aussi décentralisé. Parce que je me suis aperçu que même dans les tribus, il y a des plantes marginales qui ne sont pas connues des Mélanésiens, qui n'utilisent pas. Moi, il m'est arrivé de discuter avec ah bon, tu peux manger, mais je dis bien sûr. Et puis là, ils découvrent. Et c'est fantastique. On a dans le livre, dans le bouquin, on peut trouver des recettes de cuisine. Oui. C'est réalisé par O. Gantard, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui est une cuisinière de talent. Oui, c'est ça. De ce que j'ai compris. Pour finir, est-ce qu'il y a des travaux en commun pour la suite ou pas ? Je pense qu'on va continuer à travailler sur, comme on a fait l'année dernière, on a participé à des stands, comme la journée locale de l'alimentation. Ouais. Dès qu'il y a des événements, on essaye d'être avec Bernard sur le terrain, de sensibiliser les gens, de faire des dégustations, parce que de toute façon, ça passera par la nourriture. Il faut que les gens goûtent pour aimer. Pour adopter. Adopter aussi. Et donc on continuera ce genre de manifestation ensemble. Ouais. Le petit mot que j'aimerais ajouter, c'est que personnellement, je suis assez énervé de constater qu'on importe tellement de malbouffe. La malbouffe, c'est des aliments qui sont nocifs pour la santé. Trop de gras, trop de sucre, trop de sel, trop d'additifs. Les additifs, souvent, leur but, qui n'est pas avoué, c'est de favoriser l'accoutumance. On a envie d'en remanger. Mais c'est au détriment de la santé.
ce sont souvent des aliments qui sont suspectés cancérigènes. Et ce sont souvent des aliments qui sont suremballés, avec du plastique très coloré qui attire l'œil dans les rayons des supermarchés. Donc le but, c'est bien sûr, on ne pourra jamais supprimer la malbouffe, mais c'est d'augmenter considérablement la consommation de nourriture locale. C'est vraiment très important. Parce que ce qui est local, surtout si on parle de mauvaises herbes, c'est gratuit. Et ça n'a pas besoin d'engrais, ça n'a pas besoin de pesticides, donc c'est bio. C'est que des bienfaits. La nourriture qui est produite dans les tribus, au fin fond des tribus, elle est bio, parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides et des engrais. Donc c'est pour ça qu'il faut aller à fond sur la nourriture locale. Alors on va retrouver, pouvez vous aider avec ce livre, donc Plantes marginales comestibles. Et on arrive au terme de cette émission. Merci à Amandine Martin et Bernard Suprin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Merci. Merci.